s'installer. Alors, on va commencer. On a annoncé, je crois, près de 200 inscrits à cette table ronde. Alors, j'ai espoir que la salle se remplisse. Je crois qu'elle va se remplir au fur et à mesure. Et puis, en faisant du bruit, en faisant plus que du bruit, hein, en animant cette table ronde, je crois que les visiteurs du salon vont entendre et vont venir nous rejoindre. En tout cas, je ne voudrais pas prendre trop de retard parce que le salon, cette année, se déroule en figital. Donc, cette conférence est retransmise en streaming sur la plateforme Alga. Donc, il y a des gens qui sont déjà connectés et il n'y a pas de raison de les faire attendre eux. Et puis, vous pourrez, bien évidemment, revoir cette table ronde jusqu'à tout début février, jusqu'au 3 février, me semble-t-il, sur la plateforme. Donc, pendant toute cette période, n'hésitez pas à vous connecter. Alors, on a choisi d'ouvrir ces entrepreneuriales avec une thématique qui nous paraissait particulièrement d'actualité. C'est la thématique de la cybersécurité. On a appelé cette première table ronde plénière « La cybersécurité, une priorité absolue pour l'entreprise ». Et on a choisi ce thème parce qu'on s'est aperçu que, selon une étude annuelle parue en 2020, dans son édition de 2020, les dirigeants d'entreprise ont désigné pour la première fois l'an dernier la cybersécurité comme étant leur souci majeur. 80% d'entre eux allant même jusqu'à affirmer que les cyberattaques étaient devenues leur crainte principale. Donc cette enquête, elle nous confirme que les cybermenaces ne sont plus perçues comme des risques abstraits, mais comme des dangers bien réels pouvant nuire gravement à la santé des entreprises, à leur activité, voire à compromettre leur survie. La question pour les dirigeants d'entreprise n'est plus de savoir si l'on va être agressé, mais si on est bien protégé. Donc là, les deux questions, quand vais-je être agressé et est-ce que je suis bien protégé? Ce sont ces deux questions que doivent aujourd'hui se poser les chefs d'entreprise. Et la crise sanitaire, ces 2 dernières années, a aussi contribué à amener de nombreuses organisations à repenser leurs priorités et à faire de la sécurité une préoccupation majeure, notamment du fait d'une hausse importante des attaques ces derniers mois. Priorité absolue pour la protection de l'entreprise, de ses collaborateurs, de ses clients, de ses sous-traitants. La cybersécurité est plus stratégique que jamais pour la stabilité des organisations. Elle devient même, et nous en parlerons avec nos intervenants, un facteur clé de différenciation concurrentielle. Aujourd'hui, pour travailler avec certains grands groupes, il faut être très bien cyberprotégé et ces grands groupes vont prendre des précautions avant de choisir leurs sous-traitants. Quelle place pour la sécurité numérique dans la transformation de l'entreprise? Comment lier cybersécurité et efficacité opérationnelle? Doit-on tous changer de comportement digital? Comment sensibiliser les collaborateurs dans les différents services de l'entreprise? Quelle sécurité doit-on adopter à l'heure du télétravail? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les participants de cette table ronde nous apporteront des réponses concrètes. Alors, je vais d'abord les présenter. Nous avons le plaisir d'accueillir Hugues Foulon, qui est directeur exécutif de la stratégie et des activités cybersécurité d'Orange. Bernard Klenhoff, qui est conseiller régional, président de la commission développement économique, digital, industrie, export et attractivité, excusez du peu, donc du conseil régional, bien évidemment, Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai aussi oublié de préciser que tu étais président de Rising Sud, qui est l'agence d'attractivité de la région. Philippe Elie, expert de la communauté sécurité de Télécom Vallée. Et enfin, Moïse Moyal, qui est le délégué régional de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et puis, j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde en compagnie de Christelle Lefebvre, qui est journaliste et qui, tous les ans,
à l'issue de cette plénière d'ouverture, nous propose une synthèse en quelques minutes de tout ce que les intervenants ont dit lors de leurs différentes prises de parole. Et puis, pour qu'on puisse organiser un événement comme celui-là, il faut qu'on ait des partenaires. Et cette année encore, l'école de commerce ISKE, l'école de commerce donc, qui a 2 campus, un à Nice et un à Grasse, et nous a fait l'amitié d'être fidèlement présente à nos côtés cette année encore, et a demandé pour l'occasion à ses étudiants de réaliser une enquête auprès des entreprises de la Côte d'Azur. Et ce sont les résultats de cette enquête que va venir nous présenter Roger Melzer, le directeur de l'ISKE. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, effectivement, merci Bruno pour cette invitation et cet anniversaire, on va dire. Bonjour messieurs, et merci de votre présence. La portée de l'Union patronale des Alpes-Maritimes est effectivement les Alpes-Maritimes, donc il a semblé intéressant d'avoir quelques chiffres de la sensibilité des entreprises des Alpes-Maritimes au sujet qui nous concerne tous de la cybersécurité. Donc nos étudiants ont mené une enquête sur le fichier des 13 000 adhérents de l'Union patronale, et je vais tenter, en totalement non spécialiste de la chose, vous l'avez compris, je ne vais faire que livrer des éléments que nos étudiants ont pu recueillir. Ce sont nos étudiants de BTS Communication 2e année qui ont interrogé donc, les adhérents, qui sont pour 85% des entreprises de petite taille, donc jusqu'à 20-25 salariés. Et c'est important dans l'interprétation des chiffres, je pense. Alors, lorsqu'on demande aux entreprises des Alpes-Maritimes ce qu'évoque pour eux la cybersécurité et donc la cybercriminalité, le chiffre dépasse celui qu'évoquait Bruno tout à l'heure, puisqu'on nous a répondu pour 90% d'entre eux, donc 10 points de plus vraisemblablement qu'au national, que c'est un sujet important et une préoccupation forte. Alors, j'ai oublié, parce que normalement, effectivement, il y a des slides. Voilà, donc en 2e année. Donc 90% d'entre eux pensent que c'est une très forte préoccupation. Ils sont 84%, alors je vais vous abreuver un peu de chiffres, je suis navré, 84% indiquent avoir mis en place des moyens de protection, alors qui sont assez souvent en proportion des moyens de protection, je n'en jugerai pas, mais que je pense basiques, antivirus, pare-feu, c'est ce qui nous répondent en haut du classement. Et dès qu'on arrive dans des choses un petit peu plus sophistiquées, évidemment, le pourcentage tombe. Ils sont moins de 50% à juger que le budget qu'ils consacrent à leur cybersécurité est important, donc moins de 50%. Et en revanche, pour les entreprises, quelques-unes qui ont bien voulu répondre et qui ont plus de 200 salariés, ce chiffre augmente et approche 70% qui considèrent que ce budget investi est assez important pour elles. On a une volumétrie sur le budget. En général, les entreprises semblent consacrer moins de 1 000 € par an à leur cybersécurité. Et pour 28% des répondants, c'est plus de 10 000 €. Et pour 6% d'entre eux, c'est plus de 10 000 € qui sont consacrés à la cybersécurité. Donc à corréler avec la taille de l'entreprise, évidemment. Et 25% des répondants, c'est un chiffre qui, je pense, est intéressant, déclarent avoir été victimes d'une attaque dans les 2 dernières années. Donc on est véritablement sur un sujet évidemment aigu. Alors comment ont-ils fait face à cette attaque ? 67% ont eu recours à un prestataire spécialisé, 33% ont contacté les autorités, soit une section spécialisée de la gendarmerie ou de la police nationale, 22% ont totalement déconnecté leurs outils numériques et 11% ont changé leur matériel informatique. Alors quelles ont été les conséquences de ces attaques ? Pour 2 tiers des victimes, il n'y a pas eu de perte financière directe. En revanche, pour 1 tiers de ces entreprises, ils ont subi une perte liée à l'arrêt de leur exploitation. Ils ont dû arrêter toute forme de fonctionnement et évidemment, c'est cet arrêt d'exploitation qui leur a coûté de l'argent. Et près de 90% d'entre elles ont alors constaté, parce que c'est une question qu'on a voulu poser,
j'étais en train de revisiter des contrats d'assurance à l'époque. 90% d'entre elles ont alors constaté que leur assurance excluait ce risque de leur garantie perte d'exploitation. À méditer peut-être. Ça, c'est sur l'aspect, on va dire, technique, équipement et sensibilité. Après, sur l'autre point qui nous a intéressés en matière de questionnement des entreprises, il s'agit de l'humain et comment les entreprises gèrent leur personnel, leurs équipes, leurs collaborateurs. Alors, on a vu qu'on sait se protéger globalement par l'acquisition de logiciels, de matériel, etc. Et souvent, les entreprises nous répondent que, vous avez noté, donc on est sur un parterre évidemment de petites entreprises, qu'elles sont trop petites pour être inquiétées et qu'elles sont trop petites pour devenir des cibles de hackers. C'est une idée reçue vraisemblablement. Donc on a également interrogé les entreprises sur les pratiques en matière de compétences et de formation des collaborateurs. Les réponses obtenues sont celles-ci. Donc 67% des salariés ont le droit d'utiliser leur matériel personnel sur leur lieu de travail. Sur ces 67%, 51% peuvent se connecter au réseau local, évidemment, notamment pour aller sur Internet. Et 58% des salariés n'ont aucune obligation de sécuriser leur matériel personnel sur leur lieu de travail, ni aucune forme d'intérêt de l'entreprise qui le fasse. À propos du matériel de l'entreprise, 78% des entreprises indiquent que les salariés utilisent le matériel des entreprises en dehors de ces locaux. Le chiffre est évidemment en croissance exponentielle du fait du confinement, du télétravail, etc. Ça paraît évident. Et autre chiffre que je pense intéressant, 42% des entreprises nous répondent ne pas avoir sensibilisé et encore moins formé leurs salariés à la cybersécurité. Donc enfin, et pour conclure, nous avons demandé à notre panel ce qu'ils seraient prêts à mettre en œuvre comme nouvelles mesures à l'issue de ce questionnement qui les amenait forcément à la réflexion en même temps. 18% seraient prêts à acheter des logiciels et du matériel de sécurité. 24% seraient prêts à intégrer un collaborateur spécialisé à leur équipe, interne ou externe. Et 48% préféreraient à tout ça sensibiliser et former le salarié. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vais laisser tous nos spécialistes nous éclairer sur ces sujets. Merci Roger. Et merci encore à l'ISCAE pour ce partenariat et aux étudiants de l'ISCAE pour ce travail. Alors, je vais commencer à me poser ma première question à Hugues Foulon, donc directeur exécutif de la stratégie et des activités cybersécurité d'Orange, président de Orange Cyberdéfense. On l'a vu, Roger nous a donné quelques chiffres. Le phénomène n'est pas propre ni à la région ni à la France, bien évidemment. C'est un phénomène qui est mondial. Le nombre des cyberattaques ne cesse d'augmenter. Ces cyberattaques ciblent des entreprises, on l'a dit, mais elles ciblent aussi des institutions, des hôpitaux, des ministères si vous pouviez déjà des services publics, hein, et si vous pouviez nous décrire déjà en liminaire le type de cyberattaque auquel les entreprises sont le plus confrontées. Quel type de cyberattaque ? Bonjour à tous. Ce qui est à la mode ou ce qui est connu ou ce qui se développe extrêmement vite et depuis 2017 on parle de ce type d'attaque et les attaques NotPetya, WannaCry qui datent d'il y a maintenant 4 ans ont rendu célèbre ce type d'attaque, c'est les ransomware. Donc c'est par un moyen ou par un autre, on clique sur un lien, on installe un logiciel malveillant qui a pour vocation à crypter les données de l'entreprise, y compris les sauvegardes de temps en temps, et on ne peut décrypter ces données uniquement payant une rançon. Voilà. Et généralement, la rançon est payée en bitcoin, comme ça, il n'y a pas de traçabilité, et on ne sait pas à qui on a payé la rançon, et on ne peut pas remonter la chaîne. Donc voilà, donc ça c'est le plus connu. Ça reste en développement extrêmement fort. Ça a continué à se développer pendant la crise du Covid. L'ANSSI a donné des chiffres en 2020 en disant que ça avait fait x4 entre 2020 et 2019. Et vraisemblablement, en 2021, la tendance ne va pas se ralentir. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on constate sur le terrain. Voilà, donc c'est ça un exemple assez simple. Et ces attaques, suivant leur perfectionnement, peuvent être assez ciblées ou assez générales.
hein. Donc la taille, les mailles du filet peuvent être variables, et c'est la raison pour laquelle des grands groupes comme Saint-Gobain en a été victime, peuvent être victimes de ce genre d'attaque, ou des petites entreprises ou des TPE de taille beaucoup plus réduite peuvent aussi être victimes de ce type d'attaque si elles sont moins ciblées. Et il faut bien comprendre que pourquoi ça se passe comme ça, c'est parce que les attaquants qui opèrent, qui ne sont pas forcément ceux qui ont imaginé l'attaque, hein, ils ont acheté des briques de l'attaque sur des formes de supermarchés ou de franchises dans le dark web. Eux, ce qui les intéresse, c'est le ROI, hein, c'est le retour sur investissement. Donc, combien ils dépensent pour mettre en œuvre l'attaque et déployer l'attaque, et combien ils espèrent gagner en attaquant telle ou telle entreprise. Voilà, c'est vraiment une logique économique qui les guide. Et d'ailleurs, le prix de la rançon est souvent fixé en fonction de la taille de l'entreprise, du budget qu'elle pourrait mettre pour restaurer son système. Alors, qui sont ces cyberpirates? Est-ce qu'il y a une typologie de cyberpirates? Est-ce que ce sont des geeks qui, dans certains cas, s'amusent? Est-ce que ce sont des milieux plutôt mafieux? Ou est-ce qu'il y a des deux, finalement? En fait, il y a des trois. C'est-à-dire qu'il y a les deux catégories. Et voilà, donc on a l'habitude de dire, et c'est comme ça qu'on décrit les choses chez Orange. Hein, donc vous avez les geeks avec l'image d'Épinal que vous connaissez, du sweat à capuche ou du petit génie d'informatique à 13 ans qui, dans son garage, fait une attaque hyper performante. Et là, c'est une logique communautaire. Ils recherchent l'exploit. Hein, donc comment est-ce qu'ils se distinguent par rapport à leurs collègues. Et il y a une deuxième catégorie d'attaquants qui sont ce qui vient d'être dit. Hein, donc c'est des entreprises mafieuses. Et donc il y a bien longtemps, c'était les attaques des diligences. Maintenant, c'est les cyberattaques. Et donc ils réfléchissent. Et ça, c'est une logique économique. Hein, donc encore une fois, et c'est surprenant de voir à quel point ces attaquants font de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer le plus rapidement possible, comment le coût de leur attaque va être pouvoir minimisé et combien ça va leur coûter de restaurer leur système pour que le coût de la rançon soit juste en dessous. Donc si je cible une entreprise et qu'on arrive à évaluer que le coût de restaurer le système vaut 100, et ben, comme par hasard, la rançon sera à 80 ou à 70. Donc les montants ne sont pas faits par hasard. Et puis il y a un troisième groupe qui n'a pas été évoqué, mais qui est quand même assez important et que nous, en tant qu'opérateur Orange, on voit beaucoup, c'est tout ce qui est para-étatique. Hein, donc les attaques venant vraisemblablement de Chine, venant vraisemblablement de Russie, venant vraisemblablement d'Iran. Et c'est des choses que l'on voit. Et les systèmes d'Orange sont résolument souvent attaqués par ce type d'attaquants. Alors, une question très précise. Est-ce que vous parliez de ransomware, c'est-à-dire de demande de rançon? Est-ce que ces rançons, il faut les payer? Alors là, je suis sûr que mes voisins vont avoir des avis. Mais je poserai la question à tout le monde. Hein. Donc moi, j'ai une réponse assez simple. C'est-à-dire que, en tant que citoyen et en tant que dirigeant d'Orange Cyberdéfense, je ne vois pas comment on pourrait payer ce genre de rançon. Voilà. Donc, à partir du moment où on est persuadé qu'on va alimenter un système mafieux qui va réalimenter la prochaine attaque, remettre de l'argent dans le système pour perfectionner l'attaque suivante, c'est un calcul à court terme. Voilà. Et encore une fois, c'est le job d'Orange Cyberdéfense d'aider ses clients, de vous aider à vous protéger en amont, à anticiper les choses, à se protéger, à détecter si une attaque arrive pour pouvoir réagir à temps. Voilà. Donc c'est vraiment... Voilà. Donc dans cette logique-là, il est évident que de façon générale, il ne faut pas payer les rançons. Et d'ailleurs, les assurances ont été sermonnées pour que les polices d'assurance ne couvrent pas le paiement de la rançon. Après, d'un point de vue pratique, quand je suis un petit entrepreneur, quand j'ai une petite TPE et que la rançon est fort modeste et que j'ai le choix entre déposer le bilan et payer la rançon, je peux comprendre qu'il y ait des réponses qui soient un petit peu différentes. Voilà. Donc, alors, dans l'étude que nous décrivait tout à l'heure Roger Melzer de l'ISCAE, l'étude qui a été réalisée par les étudiants, dans les résultats de cette étude, il y a quelque chose qui m'a étonné. Il nous disait que les patrons de TPE se sentaient souvent pas très concernés, en tout cas ceux qui se sentent le moins concernés finalement par ce type d'attaque. Est-ce que vous, justement, vous avez là encore des typologies d'entreprises qui sont particulièrement fragiles? Est-ce qu'il y a des entreprises dont on est sûr qu'elles ne seront jamais attaquées, par exemple, ou est-ce que finalement ça dépasse toutes les entreprises et ça transcende toutes les catégories d'entreprises?
En fait, au-delà de la taille d'entreprise, c'est la digitalisation des entreprises. À partir du moment où le digital prend une place de plus en plus importante, et ce n'est pas uniquement vrai dans les grands groupes, c'est vrai dans toutes les structures, et ça va progressivement se développer partout. Et le Covid a été un accélérateur de ça. Donc, à partir du moment où le digital se développe dans toutes les tailles d'entreprise ou dans tous les secteurs d'activité, il n'y a pas de raison que la menace de cybersécurité ne suive pas. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été vu pendant assez longtemps. Déjà, le terme de cybersécurité, sans être anxiogène, il n'était pas tellement connu il y a 4-5 ans. Enfin, c'était des domaines de spécialistes. Enfin, et je pense que les dirigeants d'entreprise n'avaient pas conscience de ça. Et chez Orange, quand on a pris la décision de dire que la cybersécurité était une priorité et de dire j'ai une personne au comité exécutif du groupe qui est responsable de la cybersécurité. C'était assez innovant en 2017-2018, hein, c'est pas il y a si longtemps que ça. Et ben voilà, donc c'est vraiment une prise de conscience des moyens de protection. Et donc aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est en train de, si je peux me permettre l'expression, elle est en train de percoler dans les différentes strates du monde de l'entreprise. Et donc les grandes entreprises, les moyennes, les petites, les toutes petites. Et donc tout le monde a conscience que utilisant l'outil informatique, ayant des relations avec ses collaborateurs, avec ses clients à travers le digital, et c'est pas le télétravail qui le ralentit, au contraire, eh ben, la menace cyber est présente. Donc il faut se protéger. Et c'est vrai pour Orange, c'est vrai pour Saint-Gobain, c'est vrai pour Total, mais c'est aussi vrai pour le cabinet d'architectes ou le cabinet d'avocats, parce que si leurs données sont cryptées et que la demande de rançon est trop importante, et encore là on parle que du cryptage, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Hein. Il peut y avoir du sabotage, il peut y avoir du vol de données, il peut y avoir de la compromission, il peut y avoir toute une série de menaces qu'on n'a pas évoquées jusqu'à maintenant. Donc le risque il est vraiment présent et il faut vraiment... Voilà, il faut vraiment trouver des moyens de se protéger à l'échelle de ces enjeux. Alors, on va maintenant aborder les solutions. Quelles solutions existent? Et vous, chez Orange Cyberdéfense, quel type de solution proposez-vous? Alors, Orange Cyberdéfense a la particularité d'être adossé au groupe Orange, hein, donc, dont Orange est actionnaire à 100% d'Orange Cyberdéfense. Donc, les valeurs du groupe Orange, la proximité, la présence sur les territoires est quelque chose de très important pour nous. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour pouvoir vous dire que Orange investit massivement dans le domaine et recrute massivement dans le domaine. On est aujourd'hui 2500 chez Orange Cyberdéfense, dont 1200 en France. Et on croît de 15 à 20% par an. Et donc, les effectifs croissent de 15 à 20% par an. Donc c'est assez gigantesque en fait à l'échelle de l'entreprise. Et donc on est capable d'apporter au plus près, pour les grosses, moyennes, petites entreprises, des services pour à la fois de l'aval et donc de l'amont, de réfléchir à l'identification de la menace, comment est-ce qu'on anticipe les choses, comment est-ce qu'on fait un audit de son système, et on est capable de faire des choses plus ou moins perfectionnées en fonction du besoin et de la taille de l'entreprise, de protéger et détecter s'il se passe quelque chose, donc qui est le cœur de l'activité de cybersécurité, mais également l'aval et on appelle ça de la réponse sur incident. Donc si l'attaque est intervenue, comment est-ce qu'on intervient le plus rapidement possible, soit sur place, soit à distance, pour limiter l'impact de l'attaque et éventuellement restaurer les systèmes pour que l'entreprise puisse reprendre un cours normal le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, pour ça, il y a des certifications, et donc on a un certain nombre de certifications de l'ANSSI pour dire que voilà, on répond à un certain standard et on répond à un certain niveau de sécurité pour protéger nos clients. L'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Dernière question pour l'instant, hein, je reviendrai peut-être vers vous tout à l'heure. C'est une question qui concerne finalement une question un peu géopolitique, géostratégique. Tous les grands acteurs du numérique, toutes les grandes plateformes sont américaines ou chinoises. Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour protéger la data de nos entreprises européennes? Je pense particulièrement là aux grandes entreprises européennes. Bon, déjà, il faut bien distinguer deux choses, deux notions qui sont assez différentes. C'est les notions de souveraineté et les notions de cybersécurité. Voilà, donc elles marchent de pair, mais elles ne sont pas synonymes. Ça dépend de ce qu'on entend par confiance. C'est-à-dire que je pense que notre rôle, et en tout cas c'est ce qu'on promeut chez Orange, c'est que la naïveté vis-à-vis de ces sujets-là n'est plus court. Voilà. Donc il est évident que quand vous mettez vos données sur une plateforme américaine, il y a le Cloud Act, il y a le Patriot Act, il est évident qu'il faut savoir que ces données sont accessibles
par un certain nombre de personnes. Ça peut être les procureurs américains, ça peut être les services de renseignement américains. Voilà. Il faut juste le savoir, c'est comme ça. Il y a plein de choses pour lesquelles c'est pas grave. Je pense que les photos de vacances, c'est pas très grave. Pour d'autres sujets industriels ou dans le monde économique, ça peut être plus embêtant. Et vous noterez que Airbus n'a pas très envie que ses plans soient lus par Boeing, ne met pas ses données sur le cloud américain. Donc voilà, donc je pense que le truc le plus important, c'est d'avoir conscience de ces décisions, des conséquences que ça peut avoir, et donc d'où la notion de souveraineté. Et donc voilà, donc il y a des règles du jeu, il y a des choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui. Et en domaine de cybersécurité, chez Orange, on a l'habitude de dire, en cybersécurité, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des concurrents. Donc voilà, il faut évoluer sans être paranoïaque, il faut évoluer dans un monde où on connaît les règles du jeu. D'accord. Alors ces cyberattaques, elles n'arrivent pas qu'aux autres, et on a la chance d'avoir dans la salle un témoin qui a gentiment accepté de venir. Alors je vais demander à Éric Jo de nous rejoindre ici. Éric Jo est directeur général d'une entreprise azuréenne qui est bien connue, c'est l'entreprise Converse. Converse, ce sont des centres d'appel. Tu viens là, oui, viens là, entre Hugues et moi. Voilà. Et alors, je disais, il nous fait l'amitié de témoigner parce que c'est en matière de cybersécurité, les entreprises attaquées, souvent, n'ont pas envie de témoigner. Parfois, parce que c'est comme il y a un effet tabou, et puis aussi parce que on n'a pas envie de dévoiler une faiblesse, hein, et parce qu'une faiblesse, ça peut être perçu justement comme un désavantage concurrentiel. Donc vous, chez Converse, vous avez été attaqué, vous avez recouru au service de Orange Cyberdéfense et vous avez pu vous en sortir pas trop mal, je dirais. On s'en est même sorti très très bien. La particularité de notre activité donc, est d'être un centre d'appel, un centre de contact. Nous travaillons pour différents donneurs d'ordre. À ce titre, nous hébergeons, traitons plein de données de nos donneurs d'ordre, que ce soit du B2B ou du B2C. Et oui, on a été attaqué de manière très puissante au premier trimestre 2020. Et quand je dis de manière assez puissante, c'est qu'effectivement, dans une démarche classique de ransomware, ils ont essayé de rentrer pour effectivement nous vouloir du mal. Et ils n'ont pas réussi parce que déjà nos systèmes de sécurité étaient déjà très très bien engagés, puisque travaillant notamment pour Orange et pour Engie, nous avons des niveaux de certification sécuritaire très très évolués. Et voyant ça, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils sont passés d'une démarche d'intrusion dans une démarche de cyberattaque, dans une démarche d'occupation de l'espace de la data. Donc on a su, en remontant des filières et en allant chercher l'information, que ça venait effectivement de Russie, ça a été cité, et ils ont balancé des centaines de serveurs pour occuper l'espace. Et finalement, dans la prestation complémentaire qu'on a pris de la part de Orange Cyberdéfense, on nous a mis un champion du monde qui finalement a autorisé ces centaines de serveurs à s'amuser sur le canal de la data, tout en nous laissant un petit espace pour pouvoir continuer à travailler. Et c'était important parce que ce n'était pas tellement gênant en local, mais avec cause du Covid, on a déclenché une 50aine de postes en télétravail, et eux étaient soumis effectivement à cette difficulté d'utiliser la donnée, la data sur nos canaux. Et grâce à ça, on a vraiment réussi à s'en sortir, à travailler normalement. Donc quand je dis champion du monde, c'est avec un M majuscule, vraiment. Merci Eric, merci pour ce témoignage. L'objectif était vraiment de faire toucher du doigt à nos auditeurs que ça n'arrivait pas qu'aux autres et qu'il y avait de nombreuses entreprises qui étaient victimes de cyberattaques et des entreprises de toute taille. Hein, Hugues parlait de cabinets d'architectes, de cabinets d'avocats, comme de Saint-Gobain. Je vais me tourner vers Moïse Moyal, qui est le délégué régional de l'ANSSI, dont on a déjà beaucoup parlé. Il faut mentionner l'action essentielle de l'Agence nationale ou de l'autorité nationale, je crois, de sécurité des systèmes d'information, qui est l'ANSSI. Alors j'aimerais que, Moïse, vous nous précisiez comment intervient l'ANSSI. C'est une intervention indirecte, contrairement à Orange Cyberdéfense, à la fois en matière de prévention et également en matière de soutien aux entreprises piratées.
Merci, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Alors, je vais d'abord expliquer ce que c'est que l'ANSSI, parce qu'on est une agence en fait, qui intervient effectivement indirectement auprès de vous, mais je vais déjà repréciser un petit peu comment on intervient auprès de nos bénéficiaires. On a été créé il y a 12 ans, tout simplement parce qu'il y a 12 ans, on voyait surtout de la menace étatique. Auprès de grands pays, il y a eu des attaques en Estonie notamment. Et donc l'État a décidé de créer une agence spécialisée dans la sécurité du numérique. Le mot cyber, il n'était pas du tout à la mode. Et on s'appelle toujours Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc nos bénéficiaires, ce sont les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels. Donc c'est deux grands types d'entreprises dont vous bénéficiez tous les jours pour l'énergie, la santé, les télécoms. Vous pouvez imaginer tous ces secteurs d'importance vitale qui ne doivent pas tomber suite à une attaque cyber. Et on doit les protéger. Donc l'ANSSI a été créé pour ça. On est rattaché au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, lui-même rattaché au service du Premier ministre. Donc une fois qu'on a dit ça, l'ANSSI en fait a une mission à la fois de prévention. Donc on doit protéger ces opérateurs et on les protège d'abord par des lois. On leur impose des lois plutôt. Il y a des décrets qui les obligent à se protéger. Donc ça, ce sont des opérateurs qu'on appelle des opérateurs régulés. Mais lorsqu'ils sont attaqués, et on a eu quelques attaques, notamment auprès de certains de ces opérateurs. L'ANSSI intervient de manière opérationnelle pour la remédiation, donc pour rétablir leur système d'information, en collaboration avec des opérateurs qualifiés par l'ANSSI. Et on en a un aujourd'hui, un éminent, donc, qui est Orange Cyberdéfense. Il y en a d'autres qui sont qualifiés par l'ANSSI. C'est un peu notre bras armé, je dirais, parce qu'on est que 550, avec une menace qui est, comme on l'a dit, extrêmement croissante. Une fois qu'on a dit ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec nous aujourd'hui? Donc, on a également une mission à compétence nationale, on a une autorité à compétence nationale, et pour des collectivités territoriales qui ne sont pas des opérateurs réguliers, pour des PME, des TPE, des ETI, on a une mission de sensibilisation, une mission d'intérêt général. Et on a une action donc comme je l'ai dit, donc de proximité au niveau de chacune des régions pour aller vers vous, pour vous présenter un petit peu l'ensemble de ces risques et les bonnes pratiques à mettre en place pour éviter des attaques cyber et de plus en plus pour gérer des crises cyber. Donc nos actions sont des actions terrain via des organisations patronales comme la vôtre, des têtes de réseau. On ne va pas vers vous directement, mais on passe par des têtes de réseau comme vous. On a un partenariat très intéressant également avec la CCI du 06, avec qui on a organisé pratiquement 11 événements en 3 ans. Donc c'est un exemple. On a également des partenariats donc, avec des chambres patronales, comme l'UPE 06. Et donc, c'est un travail de terrain avec, comme on l'a dit, un risque qui ne peut que se démultiplier. Et aujourd'hui, moi, je suis extrêmement content parce que pour faire prendre conscience de ce risque au sein d'une entreprise, ce n'est pas le directeur informatique, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est le dirigeant de l'entreprise qui doit prendre en compte ce risque au même titre qu'un risque incendie, un risque humain, un risque sanitaire, mais il doit intégrer ce nouveau risque et le gérer comme tout risque. Mais ce n'est pas un risque de l'équipe informatique. Lorsque vous avez une attaque cyber, après, on a résolu le problème, parce qu'on a des équipes formidables, comme on l'a dit, mais ce n'était pas un bug, c'est quelqu'un qui vous a attaqué, vous avez été attaqué, donc il faut pas, une fois que l'entreprise a relancé ses applications, se dire ça y est, c'est derrière nous, mais on va continuer comme avant. Non, vous avez été attaqué, il faut peut-être porter plainte, il faut peut-être savoir pourquoi vous avez été attaqué, faire un retour d'expérience et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment vous le voyez, mais investir un petit peu. Il faut mettre un petit peu d'argent à la fois pour durcir les aspects organisationnels, les aspects techniques, les aspects humains au sein de cette entreprise, mais ensuite il n'y a pas de fatalité, vous pouvez mettre en place un certain nombre de mesures et couvrir ce risque comme tout autre risque d'entreprise. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'ANSSI. Donc on n'intervient pas directement effectivement, mais on a une action vers vous au travers d'un certain nombre d'actions. Alors je vais vous poser la question que je vais poser à tout le monde. Faut-il payer les rançons? Et puis deuxième question, est-ce que ces filières mafieuses auxquelles Hugues Foulon faisait allusion, on arrive à les démanteler? Alors, pour la première question, bien sûr, on va répondre qu'il ne faut pas payer la rançon.
On ne peut pas dire autre chose. Pourquoi? On l'a dit, il ne faut pas alimenter bien sûr la cybercriminalité. Si vous avez été victime d'un rançongiciel, et si le rançongiciel est passé, c'est que l'entreprise est mal protégée. Donc vous allez être identifié comme une entreprise, d'abord qui paye, mais qui en plus est mal protégée. Donc si elle n'a pas mis en place des mesures de sécurité, elle peut être réattaquée. Donc ça, c'est arrivé. On a quelques exemples où c'est arrivé que l'entreprise soit réattaquée. Donc il y a ça. Et puis, nous, en fait, on a eu un débat au niveau de l'ANSSI. Il y a eu un lever de bouclier de notre directeur général vis-à-vis des compagnies d'assurance. Voilà. Tout simplement parce que, effectivement, si vous êtes assuré et que votre compagnie d'assurance accepte de payer une rançon, comme vous avez payé votre police d'assurance, la moindre des choses, c'est qu'elle exécute le contrat. Et là, il y a une facilité, c'est-à-dire, voilà, c'est pas l'entreprise qui va payer la rançon, c'est la compagnie d'assurance de l'entreprise. Et il y a eu ce débat, et là, on a plutôt incité les compagnies d'assurance à ne plus mettre la clause de paiement de la rançon en cas d'attaque par rançongiciel. Après, au niveau des entreprises, effectivement, vous êtes libre de votre décision à ce niveau-là. Dernière question. Est-ce que vous avez parlé de l'importance des organisations patronales, dont le MEDEF, l'UPE06 qui organisent cette journée, pour la diffusion de cette information auprès des chefs d'entreprise? Est-ce que justement, il n'y a pas moyen de faire en sorte que les syndicats de branche, les syndicats professionnels, partagent les bonnes pratiques? Est-ce que c'est pas une solution, ça ne serait pas une solution efficace finalement en matière de prévention? Vous avez parlé de solutions cybersécurité tout à l'heure. Vous êtes une solution. Vous êtes une solution parce que en tant que chef de file de chambre d'un certain nombre de métiers, en fait, vous adressez vos bénéficiaires mieux que l'ANSSI. Vous connaissez leur métier, vous connaissez leurs contraintes, vous connaissez quels sont leurs risques aussi. Et en fait, nous, on pense que les chambres patronales, les CCI, les chambres syndicales ont un rôle très important à jouer à ce niveau-là, en ouvrant la porte donc, à des agences comme les nôtres pour vous aider à diffuser les bonnes pratiques, tout simplement, auprès des membres. Vous avez une meilleure écoute, je pense, qu'une agence d'État, une meilleure influence. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on vous propose? On peut vous aider à monter un certain nombre de formations, d'ateliers, et à diffuser des guides, tout simplement. Donc là, j'ai amené, alors je les vends pas, je les vends pas. Voilà, il y a un guide donc, qui a été édité par l'ANSSI et la Direction Générale des Entreprises spécifiquement pour vous, qui s'appelle « La sécurité pour les TPE-PME en 12 questions ». Voilà, donc il y a 12 questions à se poser. Et les 12 questions, paradoxalement, c'est comme par hasard, c'est un peu les 12 questions qui ont été posées dans le cadre de l'enquête. C'est est-ce que vous avez un antivirus? Est-ce que vous avez une police d'assurance? Est-ce que vous connaissez vos équipements informatiques, par exemple? Il y a plein d'entreprises, elles n'ont même pas un inventaire de leur équipement informatique. Des questions vraiment très, très simples, du bon sens, qui permettent d'avancer sur ce sujet-là et encore une fois, de réduire ce risque informatique. Merci. Je vais me tourner vers Philippe Elie, qui est donc l'expert de la communauté sécurité de Télécom Valais. Télécom Valais, c'est l'association des entreprises du numérique de la Côte d'Azur. On peut résumer les choses comme ça. J'ai lu que pour 80% des entreprises qui ont déclaré avoir connu une attaque en 2020, le vecteur d'entrée a été le phishing. Alors le phishing, je vous rappelle ce que c'est un email qui possède un lien malveillant sur lequel un collaborateur de l'entreprise va cliquer et donc ça va permettre au virus de se propager à l'ensemble du réseau. Donc est-ce qu'il existe des gestes barrières qui soient en tout cas qui permettent de réduire considérablement le risque d'attaque par phishing? Et est-ce que certaines messageries sont plus difficiles à violer que d'autres, ou finalement est-ce qu'elles sont toutes un peu sur le même pied d'égalité? Ok, j'aime bien le terme de geste barrière, ça parle à tout le monde maintenant. Bonjour à tous. Avant de parler effectivement de phishing, geste barrière, etc., je voudrais revenir sur un certain nombre de points qu'en particulier Hugues a abordé sur le ransomware. Parce qu'effectivement, là on a un public de TPE, de PME, je pense que vraiment, je veux être un petit peu l'annonceur de mauvaises nouvelles, personne n'est à l'abri.
Ce qu'il faut comprendre, Hugues l'a abordé, c'est qu'on assiste à une ubérisation des ransomware. La plupart d'entre vous, j'imagine, êtes abonnés à Canal+, à Netflix, etc. Vous pouvez maintenant, sur le dark web, vous abonner à ce qu'on appelle du RAS. R-A-S, ça veut dire Ransomware as a Service. Parce que vous avez, donc pour quelques dizaines d'euros par mois, vous allez pouvoir vous construire votre propre attaque de ransomware qui sera personnalisée en fonction de la liste de TPE, de PME de la région que vous voulez adresser. Et une fois que vous aurez malheureusement collecté un certain nombre de rançons, eh bien, le business model est très simple. Vous allez garder 60% du revenu de la rançon et 40% ira à l'éditeur de logiciels, si on peut appeler ça comme ça, qui en fait a mis au point cette plateforme. Et si les rançons atteignent un certain volume, vous avez effectivement une sorte de prime dégressive. Ce 40% que vous redistribuez deviendra 35, 30%. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez affaire, à des gens qui ne sont pas forcément des mafieux, qui ne sont pas forcément des geeks à cagoule, qui sont, excusez-moi, des imbéciles, des gens qui trouvent très bien de pouvoir faire ce chiffre d'affaires et qui réalisent que finalement, c'est beaucoup plus rentable que la drogue. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, en utilisant cette plateforme de RAS, adresser 100, 1000, des dizaines de milliers de PME. Le montant moyen de la rançon, c'est entre 1000 et 3000 euros. Malheureusement, trop d'entreprises, on en reviendra, payent la rançon. Les chiffres diffèrent entre 20 et 70%, mais je pense qu'il y a un consensus autour de 60% des entreprises qui payent la rançon. On voit bien qu'avec les bitcoins, il est très difficile de remonter à la source, donc c'est un business qui est extrêmement rentable. Vous voyez ? Et c'est scalable. Et c'est la raison pour laquelle, là où avant, effectivement, les grands groupes, avec des groupes organisés de hackers, via effectivement, mais éventuellement des États derrière, étaient des cibles privilégiées, par le simple fait que cette plateforme de service apporte cette scalabilité, toutes les PME, toutes les TPE peuvent maintenant et sont maintenant la cible. Je vais vous donner simplement un exemple qui est malheureusement beaucoup moins positif que le témoignage que l'on a vu tout à l'heure, qui s'est très bien terminé. La plupart d'entre vous, bon, c'est un exemple public, c'est pour ça que je me permets d'en parler, la plupart d'entre vous connaissent Beneteau, qui est un chantier naval qui se trouve en Vendée. Moi, il y a des exemples plus proches de nous, mais je vais citer celui-là. Le PDG de Beneteau, M. Demesse, a déclaré que la croissance qu'il attendait de 2021 était quasiment annulée par l'attaque de ransomware à laquelle ils ont dû faire face en février. Et le coût induit par cette attaque a été chiffré aux alentours de 45 millions d'euros. Vous voyez. Donc voilà, donc je voulais quand même repréciser ce risque, encore une fois, au risque d'apparaître vraiment négatif et paranoïaque, mais je pense qu'il faut être paranoïaque. Ceci étant dit, donc je reviens sur la question de Bruno. Bien sûr, il y a des parades technologiques, et Hugues sera capable beaucoup mieux que moi d'en parler, qui sont absolument nécessaires parce que maintenant les périmètres autour de l'entreprise se sont dissous. Là où avant, effectivement, il y avait des sites centraux avec des serveurs, des applications. Une grande partie maintenant de ces ressources se trouve dans les clouds. On parle toujours du cloud, mais en fait, c'est différents clouds. Ça peut être chez Amazon, chez Google, chez Microsoft ou ailleurs. Et donc, de ce simple fait, et en particulier à cause du télétravail. Le télétravail, début 2020, a obligé des entreprises, en mode quasiment panique, à mettre en œuvre des connexions à distance pour les télétravailleurs, à mettre en œuvre des connexions VPN, et de ce simple fait, ont très souvent ouvert des failles de sécurité qui n'existaient pas avant. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc j'en reviens effectivement à la question. Excuse-moi pour l'introduction un petit peu longue, mais je pense que c'est important de donner le contexte. La vraie réponse pour moi, elle est dans l'humain. Et je pense que tous et toutes dans l'audience, vous êtes une partie de la solution contre les cyberattaques. Je pense qu'il faut se retirer de l'esprit que le hacker est un cambrioleur qui force les serrures de votre maison. C'est pas vrai. Le hacker, c'est quelqu'un qui rentre dans votre maison parce que vous lui avez ouvert la porte ou vous lui avez donné votre trousseau de clés. C'est ça, en fait, qui se passe. Et il y a en fait deux principaux vecteurs d'attaque. Le premier axe, c'est le phishing. Le phishing, qu'est-ce que c'est? C'est que et vous avez tous reçu, certainement par dizaines, des mails qui ressemblent à un mail de votre banque, du Crédit Agricole, d'Orange, de Netflix, vous disant il faut que vous connectiez à votre compte parce que votre compte a expiré, il y a des problèmes de facturation, etc. Les mails de phishing sont des mails qui usurpent l'identité d'une société ou d'un individu qui est important pour vous et qui vous force à faire quoi? Qui vous force à cliquer sur quelque chose. Cliquer sur quelque chose, ça veut dire cliquer sur une image qui est dans le mail, ouvrir un attachement qui peut être un fichier Excel, ouvrir un PDF, ouvrir un fichier qui, sans que vous le sachiez, va dérouler un script. Et ce script va faire quoi? Il va installer dans votre ordinateur un morceau de code qui sera invisible pendant plusieurs mois, qui s'appelle un bot,
et qui va faire quoi? Qui va faire en sorte que le hacker qui se trouve de l'autre côté, potentiellement en Russie, va pouvoir espionner ce qui se passe dans votre entreprise. Et en fait, en général, il s'écoule 2 à 3 mois entre le moment où quelqu'un dans l'entreprise a cliqué, donc involontairement a fait rentrer ce bot, et l'attaque proprement dite. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant 2-3 mois, le hacker va identifier les failles. Et si vous avez souscrit, par exemple, une police d'assurance, il va trouver le contrat d'assurance, il va savoir exactement à quel niveau vous êtes couvert, il va connaître exactement votre bilan financier, il va faire toute sa due diligence, si vous voulez, de façon à être capable de vous dire cette société a les moyens de me payer 10 000 €, 20 000 €, etc. Donc vous voyez, pendant ces 2-3 mois, le hacker va travailler, va préparer son attaque d'une façon quasiment militaire, de façon à ce que quand vous recevrez le mail, il saura exactement qui vous êtes. Donc, comment faire? Et là, encore une fois, je reviens sur la notion d'humain. Il est important de former vos collaborateurs. Ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup d'entreprises font, et je pense qu'il faut que chacune d'entre vous se pose la question de le faire dans sa propre entreprise, lancer une campagne de phishing dans sa propre entité, dans ses différentes organisations. Pas forcément des campagnes de phishing trop pointues. Hein. L'idée, c'est d'éduquer. Ce n'est pas de faire comprendre à chaque individu qui fait un mauvais boulot, mais faire en sorte que chacun comprenne que vous ne pouvez pas cliquer sur les mails sans précaution. Il y a un certain nombre de précautions à avoir. Donc la première action que je vous encourage à faire pour contrer les phishing, c'est faire de la formation en interne, faire des campagnes en interne pour éduquer vos collaborateurs et le faire régulièrement. Le deuxième axe, c'est idiot, mais c'est les mots de passe. Je ne vais pas faire un sondage dans le public, mais je pense que si je pose la question, est-ce que certaines d'entre vous utilisent le même mot de passe sur différents sites Internet, je pense que j'aurai beaucoup de mains qui vont se lever. Donc il ne faut jamais utiliser le mot de passe sur plusieurs sites. Il faut utiliser des mots de passe non triviaux, très compliqués. Donc là aussi, le message pour les responsables d'entreprise, c'est imposer que les mots de passe soient changés tous les mois, imposer que les mots de passe soient non triviaux, imposer un mix chiffres, lettres, majuscules, minuscules, signes cabalistiques, etc. et faire en sorte que les gens soient soumis à la modification de ce mot de passe. Voilà. Donc il y a effectivement des solutions technologiques, mais je pense que ça passe avant tout par l'humain. On est tous dans les entreprises conscients du risque physique. Quand on monte une échelle, on risque de se casser la figure, on met le masque, on met les EPI, les équipements de sécurité, etc. Je pense que la prise de conscience de la sécurité des données encore n'est pas encore là. Alors, on a parlé tout à l'heure du cloud. Est-ce que le cloud est un vecteur de fragilisation? Pas en tant que tel, mais je pense qu'effectivement, il ouvre indirectement des opportunités aux hackers. Mais encore une fois, là, on a des réponses technologiques. Le cloud peut donner une impression de complexité, parce que comme je disais, on ne part pas sur un cloud, on part sur des clouds. Les entreprises, très souvent, conservent leur propre informatique sur site, pour différentes raisons, très souvent parce qu'elles ont des applications qui sont anciennes et qu'on n'a pas forcément envie ni les moyens de faire évoluer dans le cloud très rapidement, pour des tas de bonnes raisons. Et donc ça peut donner l'impression d'une hétérogénéité au niveau de l'architecture. Maintenant, il existe des solutions techniques, des CIEM par exemple, des fonctionnalités qui vous apportent un tableau de bord complètement centralisé de tout ce qui se passe sur votre informatique, et des compagnies comme Orange Cyberdéfense sont là effectivement pour avoir une approche architecturale qui permet effectivement de sécuriser au mieux. Moïse, vous vouliez intervenir sur le cloud? Juste sur le cloud, en fait, si on enlève le débat sur cloud souverain versus cloud non souverain, hein, si on part du principe qu'on a un cloud souverain, au niveau de l'agence, on encourage à aller à externaliser vers l'informatique au maximum pour les petites entreprises, à condition que ce soit maîtrisé. On va pas dire, c'est l'analogie avec l'assurance. On a une assurance, on est tranquille. Non, on n'est pas tranquille. On a un prestataire externe, on a un cloud, on est tranquille. Non. En fait, il faut maîtriser son prestataire informatique, bien le choisir, inclure dans les clauses d'achat des exigences en termes de cybersécurité, savoir comment il va prendre en compte, protéger vos données, et se concentrer effectivement au niveau de l'entreprise sur ce qui reste à faire. C'est pas parce qu'on a pris un cloud, effectivement, qu'on doit avoir des mots de passe faciles à craquer. Et donc, cette partie humaine, on peut se concentrer de manière un peu plus importante sur celle-ci, à partir du moment où des aspects techniques ont été externalisés. Et donc, le cloud fait aussi partie des solutions pour réduire ces surfaces d'attaque et limiter ces risques dont on a parlé précédemment. C'est intéressant. Je me tourne maintenant vers Bernard Klenov. Bernard,
Vous êtes président de la commission développement économique et digital, industrie, export et attractivité du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes aussi président de Rising Sud et j'y reviendrai tout à l'heure. Rising Sud, c'est l'agence d'attractivité économique de notre région. La cybersécurité, c'est un des sujets prioritaires de la région Sud. Vous proposez aux entreprises régionales un accompagnement spécifique, en termes d'abord assistance aux victimes de cyberattaques, sécurisation de la mise en télétravail des collaborateurs, conseil stratégique en cybersécurité, notamment pour les petites entreprises, les entreprises de moins de 20 salariés. Vous pouvez un peu nous parler de cet accompagnement, de ce dispositif d'accompagnement ? Merci Bruno, je suis très heureux que tu me vois. Ça faisait des années que je ne l'avais pas fait. La prochaine fois. Ça faisait des années, ça m'a fait du bien. Alors, moi, je voudrais vous dire, à commencer par vous dire que des 4 intervenants qui sont là devant vous, je suis le seul qui ne soit pas un spécialiste de la cybersécurité. Moi, mon truc, c'est le développement économique et l'accompagnement des collectivités, parce que bien sûr, ici, on parle beaucoup d'entreprises, mais les collectivités sont dans le même sac que nos entreprises en ce qui concerne les attaques. Et le dernier exemple qu'on a eu, c'est une toute petite collectivité territoriale du Vaucluse qui est attaquée. Ça fait 15 jours qu'ils n'ont plus rien et que le personnel est à l'arrêt. Ils ont envoyé, m'ont-ils dit, des disques durs à Paris pour voir ce qu'on pouvait en faire, mais ils ne font rien. Donc c'est très très grave. Ils ne sont pas clients de Orange Cyberdéfense, alors de toute évidence. Je ne sais pas si c'est trop tard. Bon, ils n'ont pas d'externalisation de leur sauvegarde sur le cloud. Bon, enfin, nous, on a un rôle assez spécifique à jouer dans ce domaine. On a accompagné depuis quelques années nos entreprises dans la transition digitale en expliquant que si on ratait ces transitions, l'avenir de l'entreprise pouvait être fatal à courte échéance. Aujourd'hui, on est sur des sujets de cybersécurité et je pense que la question se pose de la même manière. Alors, on a un premier rôle qui est extrêmement important, c'est le prosélytisme à nos TPE. Il n'est pas possible qu'un patron de TPE nous dise « je ne suis pas concerné ». Il faut impérativement que chacun prenne conscience qu'il y a un minimum de choses à faire, et nos spécialistes nous en ont parlé, mais on ne peut pas leur laisser dire « ça ne me regarde pas ». Parce que forcément, à un moment ou à un autre, avec l'ubérisation des attaques entre autres, ils vont être victimes de quelque chose. Donc ça, c'est un premier point, et c'est vrai pour nos entreprises, nos associations et nos collectivités dans tous les domaines. Ensuite, on a vocation en tant que, alors, le vice-président de l'UPE que tu es va bondir, en tant que premier partenaire des entreprises, on a vocation à faire en sorte que les choses se passent le mieux possible et qu'on mette en œuvre les outils et les moyens qui permettent à chacun d'avancer dans ce domaine. Alors, d'abord, c'est de réfléchir, et on a depuis 2020, on a une feuille de route de cybersécurité. Ça, c'est une première chose. On travaille sur des sujets qui sont ce campus régional de cybersécurité que tout le monde appelle de ses voeux. Alors, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je tiens à vous préciser que ce ne sera pas un bâtiment avec tout le monde dedans, mais qu'on utilisera l'ensemble des éléments préexistants. Et vous savez qu'on est la première région d'industrie militaire, je vais le dire comme ça, de France après Île-de-France. Et en conséquence, on a des acteurs, en particulier des grands groupes, dont fait partie Orange, qui travaillent sur ces sujets depuis très longtemps. Et si eux n'ont pas besoin de nous, nous, on a besoin d'eux pour nos PME et nos TPE. Et on veut faire en sorte de fédérer tout cela. Et puis on travaille sur un truc, un acronyme encore français, qui est le CCIRT. Mais Monsieur Moyal vous décodera le nom. En fait, c'est un centre de ressources cyber qui va permettre aux entreprises, au travers d'un premier coup de fil, d'avoir un premier coup de main sur ce qui doit se faire et ne pas se faire quand on est victime d'une attaque. Tout ça, on va y mettre des moyens, et on y met déjà des moyens, parce que je pense que si on a fait en région du développement économique notre première compétence, accompagner les entreprises pour qu'elles puissent continuer à avancer, c'est un sujet qui est majeur. Et je voudrais dire un petit mot, puisque tu as posé la question régulièrement, sur l'histoire de payer les rançons. Et j'ai bien aimé l'approche de M. Foulon, à savoir la doctrine, c'est on ne paye pas. Mais un patron d'une TPE qui doit payer 2000 ou disparaître, on peut comprendre qu'il paye les 2000.
2000 ou 3000, je prends ça au hasard. Donc c'est vrai qu'il nous faut une doctrine, mais c'est vrai que moi, j'ai une formation de mécanicien, donc en mécanique, on dit que quand on a des règles du jeu, il faut aussi laisser du jeu dans les règles pour qu'on puisse fonctionner, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc cette cybersécurité, c'est un enjeu majeur pour nous. On a des éléments qui existent. On a une fondation avec laquelle on travaille là-dessus depuis longtemps qui s'appelle la FMES. On a un centre de formation qui accepte des militaires et des civils sur l'école de l'air à Salon de Provence. On a des choses, bien entendu, à Sofia, entre autres, en travaillant avec le 3IA. Les universités s'y emploient. Je sais que les centres de recherche, que ce soit CNRS, INRIA, travaillent dessus. Je pense que nous, notre rôle, ça va être d'essayer et de réussir à fédérer tout le monde pour qu'on puisse mutualiser l'ensemble des compétences, sachant que les conséquences de la cybersécurité peuvent être très graves. On l'a vu pendant la crise. Alors, vous avez traité d'imbéciles les gens. Moi, je ne comprends pas qu'on attaque un hôpital. Je ne comprends pas. C'est un truc qui me dépasse. Mais bon, ça doit être un jeu de compétition qui leur convient. Mais dans tous les cas de figure, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, notre rôle à la région, c'est d'essayer de fédérer tout le monde pour accompagner le plus grand nombre, entre autres sur des échanges de bonnes pratiques, pour qu'on lutte collectivement contre ces attaques, étant entendu qu'on a la chance d'avoir des expertises multiples, alors d'une part à travers de l'ANSSI, mais aussi avec nos grands groupes qui, eux, sont dessus depuis longtemps, et puis bien entendu avec les militaires qui ont aussi des choses à nous apporter. Est-ce que vous avez un avis, est-ce que tu as, à la région, est-ce que tu as un avis sur la manière dont on pourrait encore améliorer la sensibilisation des chefs d'entreprise? Tu es chef d'entreprise toi-même. Ben, écoute, ce n'est pas un avis, c'est un impératif en s'appuyant sur l'ensemble de nos partenaires. Alors, bien entendu, commencer par les unions patronales, les chambres consulaires. Alors moi, j'ai un attachement particulier aux chambres de commerce et d'industrie, mais on a d'autres réseaux de chambres consulaires, que ce soit la CMAR ou la Chambre de l'agriculture, parce que les entreprises agroalimentaires sont aussi concernées, et utiliser l'ensemble de tous nos réseaux pour que cette diffusion, et quand je dis tous nos réseaux, ça veut dire que c'est des choses qu'il va falloir qu'on échange avec l'éducation nationale, il va falloir qu'on échange avec le monde de l'université, avec les chercheurs, parce que je n'ai pas le sentiment que les soucis et l'évolution des attaques de cybersécurité soient dans une phase où on imagine qu'elles vont décroître, voire disparaître. Il faut qu'on en parle à nos élèves dans les collèges, dans les lycées, dès le plus jeune âge. Eux sont nés avec le numérique. Ils n'ont, d'ailleurs, vous remarquez que souvent, ils n'ont qu'une main, puisque l'autre, elle tient le téléphone. Donc, il faut que cette culture fasse partie de la même culture que d'apprendre à traverser la rue et essayer d'apprendre à avoir un comportement ordinaire ou manger avec des couverts. Ça doit être une de nos cultures de base. Tu es aussi président de Rising Sud, je le disais, donc qui est l'agence d'attractivité de la région. Les entreprises évoluant dans le domaine de la cyberdéfense, c'est aussi une cible pour, je suppose, pour Rising Sud, attirer ses talents ici sur la région. On en a déjà certains. Oui, alors oui, on attire des entreprises de ce domaine-là. Et pour les attirer, il y a un élément qui est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on a besoin de fédérer tous les acteurs. Une entreprise n'est attirée par un territoire au-delà de la qualité de vie de notre région, de sa beauté, est attirée parce qu'elle va y trouver deux éléments, l'écosystème qui va lui permettre de se développer et surtout les acteurs et les talents qui vont lui permettre d'aller de l'avant dans son développement. Alors tout à l'heure, je ne sais plus lequel de vous deux a parlé de formation. Oui, ça sera un élément majeur de l'avenir de cette lutte contre les cyberattaques. Et c'est pour ça, par exemple, quand je vous dis que ce campus aura vocation à être multisite, on a déjà des formations qui ont lieu sur la base aérienne de Salon, dans laquelle ils accueillent des civils et des militaires. Donc oui, cette formation, on en a conscience. Je pense qu'elle est partagée avec les acteurs qui ont cette expertise. Et en même temps que ça devra faire partie de notre culture de base, il faudra qu'on ait aussi les formations qui viennent avec. Mais on voit que les choses évoluent. On a vu émerger il y a quelque temps des écoles de code
pour faire de la diffusion quasi scientifique. Et je pense que sur ces sujets, l'attractivité de nos entreprises se fera aussi parce qu'on sera capable de leur proposer des écosystèmes qui leur permettent de se développer. Il commence à exister d'ailleurs des chaires dans certaines écoles. Ce matin, on était avec les gens de l'EDEC qui nous disaient qu'ils avaient créé une chaire de cybersécurité depuis quelques années et qui avait beaucoup de succès auprès des étudiants. Je crois que le temps qu'on s'était imparti est quasiment écoulé. On prend toujours un peu de temps avant d'écouter la synthèse de Christelle pour prendre des questions dans la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser ? C'est toujours très bon signe. C'est soit très bon signe, soit très mauvais signe. Mais comme on est résolument optimiste, positif. Donc, pas de questions particulières dans la salle. Si, il y a quelqu'un qui lève la main, je crois. Non, j'avais cru. Non. Alors, écoutez, s'il n'y a pas de questions dans la salle, je vais donner la parole à Christelle. Et vous allez tous apprécier l'exercice. Elle va, en quelques minutes, nous faire une belle synthèse de tout ce qui s'est dit pendant cette table ronde. Merci Bruno. J'ai retenu déjà plusieurs éléments clés. Tout d'abord, pour moi, aujourd'hui, c'est clair, la cybersécurité, c'est le chaînon suivant de notre évolution. On a eu la digitalisation, on ne se posait plus la question, c'était obligatoire de transformer nos entreprises. Aujourd'hui, il est impératif de passer au sujet de la cybersécurité. Non plus en se posant la question de savoir est-ce que je vais être agressé, mais vraiment en étant certain qu'on le sera et de savoir donc quand on sera agressé et surtout, est-ce qu'on est suffisamment protégé pour le faire. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est aussi, ça va dans le sens de l'évolution de notre économie, une question qui forcément va se développer. La menace ne peut qu'augmenter. Plus on a digitalisé nos entreprises, plus forcément on va vers des possibilités d'attaque. Ça a été très clair aussi dans l'enquête menée par les étudiants de l'ISCAE. Les TPE, PME commencent à dépasser l'idée reçue, puisqu'effectivement 90% d'entre elles ont encore affirmé que le sujet était important, que c'était une préoccupation pour eux. En revanche, moins de 50% affirment qu'ils y mettent des budgets suffisants et 25% d'entre eux affirment qu'ils ont été victimes d'une attaque. Donc c'est quand même un quart de ces TPE qui ont été touchés. Donc c'est plus du tout quelque chose qui est vraiment à la marge. C'est quelque chose qui aujourd'hui qui se développe. Autre élément, et là effectivement vous nous les avez tous décryptés, qu'est-ce que sont ces cyberattaques ? Effectivement, on parle beaucoup de ransomware, de phishing. On est dans des systèmes aujourd'hui qui sont à la fois le fait de geeks, à la fois le fait d'entreprises mafieuses et aussi de problématiques para-étatiques avec des acteurs qui aujourd'hui ont tendance à vraiment aujourd'hui aller vraiment cibler vos entreprises, le cœur de votre activité et qui forcément va vous demander de l'argent. Donc les dégâts sont énormes lorsqu'ils arrivent à effectivement attaquer. Et effectivement, ce que disait Yves Foulon, c'est quand même que ça a fait x4 selon une étude de l'ANSSI. Moïse Moyal, vous l'avez effectivement redit, c'est entre 2019 et 2020, les cyberattaques par ransomware ont augmenté, se sont multipliées par 4. Donc c'est vraiment un phénomène qui se développe de plus en plus. Aujourd'hui, autre élément qu'on s'aperçoit, effectivement, faut-il payer, pas payer? C'est comme tout système mafieux, on a tendance à dire on n'a pas envie de payer puisqu'on va alimenter ce système-là. On comprend
que des entrepreneurs aient des difficultés, puisque ça met complètement à plat l'entreprise lorsque cette cyberattaque arrive. La seule solution, effectivement, c'est peut-être de se tourner vers des personnes compétentes au moment où ça vous arrive pour pouvoir faire face à ce risque. Alors, on l'a vu, nos intervenants l'ont indiqué, on a un peu plus conscience aujourd'hui du fait que et c'est Bernard Klenov qui le reprécisait, il faut faire un prosélytisme auprès de nos entreprises. L'ubérisation, alors ça, des cyberattaques est peut-être moins connue que le système mafieux. C'est le fait qu'effectivement sur le dark web se développent des plateformes de services qui permettent de mettre de l'attaque en place. On voit les phénomènes s'amplifier et donc parmi les pistes de solutions qui ont été évoquées aujourd'hui, je retiens 3 points. D'abord, c'est votre responsabilité d'entrepreneur. Ce n'est pas le service informatique, ce n'est pas des externes, c'est vous. Vous, entrepreneur, vous devez être à la décision parce que c'est un système qui peut, complètement mettre à plat votre entreprise, la mettre à l'arrêt. Ensuite, impacter son niveau de financement, de trésorerie ensuite, parce qu'il va falloir faire face à ces coûts d'arrêt. Et vous devez absolument être à la commande de ces systèmes, parce que comme tout autre risque dans votre entreprise. Ensuite, deuxième solution, de la sensibilisation et de la formation de vos salariés, qui est quelque chose d'essentiel aussi à mettre en place, parce qu'effectivement, il y a tout un certain nombre de questions qu'il va falloir effectivement faire émerger et ensuite apporter les réponses qui vont en face, avec notamment des règles portant sur les mots de passe ou d'autres règles de sécurité qu'il faut absolument mettre en place et adopter. Donc, une fois que tout cela est fait, autre type de solution, évidemment, la solution est humaine, mais elle est aussi sur des solutions externes, faire intervenir en amont comme en aval des professionnels, que sont effectivement les grands acteurs que nous avons aujourd'hui en face de nous. Et surtout, c'est de faire de cette cybersécurité un point de votre culture d'entreprise, au même titre que vous avez tous réfléchi à votre raison d'être, au même titre que vous avez tous réfléchi à votre impact, mais ça fait partie des questions qui doivent être aujourd'hui essentielles. Merci. Merci Christelle. Merci Christelle et bravo pour cet exercice. Je suis chaque fois impressionné, toujours plus impressionné par ta capacité à synthétiser en quelques minutes le contenu d'une heure de débat. J'ai une toute dernière question pour Hugues Foulon, qui c'est celui qui est venu de loin aujourd'hui. Il nous vient de Paris, je voudrais le remercier de sa présence amicale. Les collaborateurs d'Orange Cyberdéfense, ils ont quoi comme formation? Est-ce qu'on est dans l'imagerie du hacker qui a été recruté par l'entreprise de cyberdéfense, ou comme les jeunes hackers qui sont recrutés par les services de renseignement des pays dans les séries que l'on regarde dans le bureau des légendes, soit ailleurs, dans le bureau des légendes par exemple. Il y a vraiment tout type de profil. Il y a tout type de profil. Il y a des gens qui sont des techniciens de la cybersécurité, des gens qui sont des ingénieurs de la cybersécurité. Donc il y a des écoles qui forment partout en France, des universités, pas assez. Il n'y a pas assez de cursus, il n'y a pas assez d'élèves qui sortent de ces filières. Et la chance d'un grand groupe comme Orange, c'est qu'on a aussi pas mal de mobilité interne. Donc il y a des gens qui se forment à la cybersécurité venant d'Orange. Donc on a des dizaines de personnes chaque année qu'on accueille chez Orange Cyberdéfense et qu'on forme et à qui on accorde un diplôme dans le cadre d'un groupe comme Orange. Voilà. Donc et puis après il y a des gens qui sont mis sur le tard ou sur voilà. Donc il y aura tout type de profil. Et comme il y a une pénurie de main d'œuvre qui est extrêmement importante, on est ravis de les accueillir. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à ceux qui ont assisté à ce débat en présentiel, comme on dit maintenant. Merci aussi à ceux qui sont connectés ou qui revivront cette table ronde à distance. Et puis, on se donne rendez-vous dès 14h30, me semble-t-il, pour la prochaine. Merci aux intervenants.